Bien, mesdames et messieurs, je vous propose que nous commencions cette conférence à laquelle je vous remercie au nom du Conseil d'État qui l'organise, d'être particulièrement nombreux, non seulement ici, mais dans des salles adjacentes. Sachez simplement que cette conférence est enregistrée, filmée, et elle sera disponible dans les jours qui viennent sur le site du Conseil d'État pour ceux d'entre vous qui auraient l'envie de la revoir ou peut-être de la faire partager. J'ai grand plaisir à être le modérateur de cette conférence et pour commencer en vous remerciant toutes et tous, je salue en particulier monsieur le sénateur et monsieur le député présents qui nous font l'honneur d'assister à cette conférence. Je vais vous présenter dans un instant ceux qui vont principalement s'exprimer. Juste un mot pour resituer cette conférence dans le cadre du cycle de conférences consacrées au sport par le Conseil d'État, dans le cadre de l'étude annuelle qui est élaborée sous l'égide, Madame la Présidente, de la section du rapport et des études, l'étude annuelle qui permet au Conseil d'État, tous les ans, aux environs de l'été, de prendre la parole sur un thème de politique publique ou un thème à dominante juridique. En l'espèce, cette année, nous avons choisi de travailler sur la place du sport, son organisation, sa place dans notre société, les enjeux juridiques, les enjeux de santé, les enjeux éducatifs, les enjeux économiques autour du sport qui sont liés donc à cette activité de plus en plus prisée des Français, puisque 77% des Français déclarent pratiquer une activité sportive, même si moins d'un tiers d'entre eux, des participants, le font dans le cadre d'une licence et donc d'un club sportif affilié à une fédération. La conférence de cet après-midi a pour titre et thème « L'État, les collectivités territoriales et le sport ». Et elle devrait nous permettre d'aborder ce que l'on peut appeler, selon un néologisme dorénavant usité, que je m'excuse auprès du titulaire habituel de ce fauteuil d'employé, qui est le mot de gouvernance. Donc c'est d'aborder effectivement la gouvernance de l'activité sportive, du sport en France, également probablement à cette occasion les modalités de son financement et la place des différents acteurs. Pour aborder cette question et pour participer à cette conférence, je remercie beaucoup de leur participation et de leur présence. D'abord, Marie-Amélie Le Fur, triple championne paralympique en athlétisme et depuis la fin de l'année 2018, présidente du comité paralympique et sportif français, et donc qui interviendra à ce titre et qui, au-delà du comité paralympique et sportif français, est aujourd'hui l'expression, on va dire, du sport organisé en fédération, même si bien sûr vous interviendrez d'abord sur la fédération et le comité que vous présidez et que vous représentez. Ensuite, à ma gauche, Gilles Quesnay-Hervé, directeur des sports. Lui aussi, chacun le sait, ancien athlète du haut niveau, vice-champion du monde notamment et en 87, je crois, et médaillé olympique en 88 en relais, qui est maintenant directeur des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, et dont nous attendons en particulier qu'il puisse nous présenter quelle sera la position de l'État, le souhait de l'État, qui souhaite faire évoluer l'organisation du sport en France, comment il voit la place de chacun des acteurs et les instances, en particulier la très attendue Agence nationale du sport, qu'il faudra probablement attendre quelques jours de plus, et qui devrait être une des principales innovations dans ce domaine. Et puis, parce que nous le savons, aujourd'hui, la réalité pour ce qui concerne le financement public du sport, le financement public du sport, sans les cotisations des adhérents et sans les participations privées,
3/4 des financements publics du sport le sont par les collectivités territoriales, 1/4 seulement par l'État, essentiellement concentré d'ailleurs sur le sport à l'école, et puis les conventions avec les fédérations sur les conseillers techniques sportifs. Pour représenter les collectivités territoriales, dont j'assurerai aussi très modestement une forme de représentation, Jean-Paul Omeyer, président de la commission sport de Région de France, vice-président au sport de la région Grand Est, qui a, au-delà d'une carrière d'élu local qui l'a amené à ses responsabilités, un engagement très fort et reconnu, qui fait que d'ailleurs, comme l'ensemble de la tribune, exception faite de votre serviteur, la plupart de ceux qui travaillent sur le sport le connaissent bien. Et il est par ailleurs, selon une publicité d'il y a quelques années, éleveur de champions, puisque chacun connaît également Thierry Omeyer, qui n'est pas sans lien avec Jean-Paul Omeyer. Voilà. Voilà, pour ma part, je me contenterai de ces propos introductifs en indiquant simplement que, pour ceux qui ne savent pas ou qui l'ont vu sur le programme, je suis à la fois conseiller d'État, mais j'interviens aussi comme modérateur, comme maire, président de la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse. Je suis également élu régional depuis maintenant une quinzaine d'années. Et si Jean-Paul Omeyer, évidemment, interviendra sur ces sujets, je ne m'interdirai pas de poser quelques questions, peut-être en lien avec cette vision ou la vision qui m'est dictée par mes autres activités que celle de conseiller d'État. D'abord, Gilles Kéné-Hervé, vous êtes très attendu. Vous êtes très attendu non seulement ici, mais d'une manière générale, l'État a lancé une réflexion sur l'organisation du sport. Réfléchir à l'État, les collectivités territoriales et le sport, c'est se poser la question de la part, du rôle que chacun peut avoir, a aujourd'hui, pourra avoir demain. Et évidemment, dans notre système politique et institutionnel, eh bien, à partir du moment où il y a un projet de loi et à partir du moment où l'État y réfléchit, il a la main, puisque c'est lui qui, effectivement, propose une organisation, porte le projet d'agence du sport. Et je vais donc vous proposer d'intervenir en premier pour nous indiquer quelles sont les perspectives que l'État s'assigne ou propose aux autres acteurs, en particulier collectivités territoriales et fédérations sportives, en matière d'organisation du sport dans notre pays. Juste dernier élément que j'ai omis, il est proposé à nos intervenants d'intervenir une dizaine de minutes sur la manière qu'ils souhaitent, et après quoi je leur proposerai de réagir à ce qui aura été dit par les autres intervenants, de manière à engager un débat. Et puis ensuite, dans un délai que je m'attacherai, à un horaire que je m'attacherai à respecter, mais que je ne vous livrerai pas à l'instant, eh bien, nous prendrons évidemment les questions que les uns les autres souhaitent poser, qui permettront à nos intervenants et qui leur permettront d'y répondre. Donc, tout de suite, Gilles Kéné-Hervé, merci de votre présence. Et puis, si vous pouvez aborder ce sujet et l'organisation telle que l'État, que vous représentez ici, la conçoit pour la future organisation du sport. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je suis conscient que je réalise le rêve de nombre de mes camarades de l'ENA, me retrouver à cette tribune, dans cette salle du Conseil d'État si prestigieuse. Je crois que je vais faire des jaloux et finalement ça démontre que le sport mène à tout, y compris au Conseil d'État. Donc je vous remercie très sincèrement de votre invitation et de me permettre d'évoquer avec cette belle assemblée le devenir du sport et le nouveau paysage français qui se dessine et qui va effectivement induire de nouveaux modes de rapport, de nouvelles relations et un nouveau mode de gestion. Alors effectivement, pour lancer ce débat que nous aurons aujourd'hui, il semblait intéressant de pouvoir repréciser un certain nombre de choses, notamment quant à l'organisation actuelle du sport français et surtout que va devenir cette organisation à l'aune de la création d'une agence. J'avais insisté lors de la préparation de cette conférence sur le bon timing, parce que nous espérions que cette agence serait créée le 2 avril. Et le fait de pouvoir être devant vous le 3 me donnait tous les éléments pour pouvoir repréciser les choses. La création a pris un peu de retard, mais les choses se feront en temps voulu. Malheureusement, nous n'aurons pas tous les éléments aujourd'hui.
Peut-être donc vous préciser dans un premier temps les missions qui sont dévolues au ministère des Sports et de quelle façon celles-ci vont évoluer. Le ministère des Sports élabore et met en œuvre la politique nationale des activités physiques et sportives qui visent à promouvoir dans un environnement sécurisé et de qualité, et ça ce sont des termes importants, la pratique physique et sportive pour ce qui concerne le sport de haut niveau, le sport pour tous, ainsi que les valeurs qu'elle véhicule. Donc nous sommes actuellement garants de ces trois dimensions parce que l'État a toujours été moteur et facteur d'impulsion dans ces domaines. Donc elle impulse, elle conduit ses actions dans un cadre organisé, partenarial, qui s'appuie sur les fédérations sportives, les services territoriaux de l'État, un réseau d'établissements publics, le ministère de l'Éducation nationale pour certains domaines, les collectivités locales et les entreprises. Donc on travaille déjà de façon collégiale, mais pas toujours de façon optimale. Et ça induit une volonté de pouvoir travailler davantage en cohérence, davantage en partenariat avec nos différents partenaires et surtout d'apporter une pertinence supplémentaire dans l'optique des Jeux Olympiques de Paris 2024, Jeux Olympiques et Paralympiques, puisque l'objectif qui était assigné et qui sont assignés à ces Jeux Olympiques, les objectifs sont de renforcer la haute performance sportive, améliorer le nombre de médailles olympiques et paralympiques lors de cette édition et bien entendu développer la pratique sportive pour tous, augmenter le nombre de pratiquants de 3 millions d'ici 2024. Donc on a des objectifs très forts. Et pour cette raison, tout le monde a été conscient qu'il était nécessaire de repenser le modèle sportif français et de créer une entité qui nous permette d'avoir une vision collégiale sur la préparation des sportifs et la haute performance, et surtout aussi de développer les pratiques sportives pour tous. Donc cette agence nationale qui sera créée aura ces deux dimensions, ces deux pans, et visera à avoir davantage de résultats, avoir une haute performance qui soit tout à fait cohérente avec les objectifs que l'État s'est fixés et bien entendu l'ensemble des partenaires, et puis développer une pratique pour tous avec des moyens suffisants et une cohérence au niveau territorial qui permettra de porter les politiques publiques au plus près des usagers, parce que je crois que la nouvelle dimension qui va être inclue dans la nouvelle vision, c'est cette volonté d'aller au plus près de l'usager et de pouvoir décliner les pratiques sportives et les politiques sportives nationales sur les territoires et auprès des pratiquants. Alors la mise en place de cette agence devrait permettre donc de mettre en cohérence les politiques sportives des acteurs qui ont une responsabilité dans le sport, État, mouvement sportif, collectivités territoriales, entreprises, puisqu'il est prévu une participation de chacune de ces entités au sein de l'agence. Mieux utiliser les moyens via une gestion centralisée de l'ensemble des financements nationaux et des critères d'intervention resserrés, donc avec une plus grande transparence dans l'utilisation de ces fonds. Regrouper au sein d'une même instance des agents de l'État, des agents privés, dans une structure qui, on l'espère, sera beaucoup plus agile et beaucoup plus souple et permettra d'agir directement sur les territoires pour une plus grande efficacité. Et puis, dernier point, amener certaines fédérations sportives vers une plus grande autonomie dans leur fonctionnement, puisque c'était aussi une des raisons pour laquelle cette agence a été créée. Alors, bien entendu, cette agence va avoir un impact sur l'action du ministère des Sports, et l'État va recentrer en matière sportive ses missions sur différents enjeux que sont la stratégie, le contrôle et la sécurité, ainsi que la régulation. Donc cela conduira le ministère des Sports à définir la stratégie nationale de l'État et de concevoir des politiques publiques interministérielles du sport en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de travail, et donc de pouvoir impulser du sport dans l'ensemble des dimensions interministérielles afin de toucher le maximum de personnes. Et là, on parle bien de pratiquants, pas seulement de licenciés, ce qui signifie que le ministère des Sports va changer son mode de fonctionnement et son mode de relation, notamment avec les fédérations, puisque son administration centrale, la direction des sports, était pas quasiment, mais énormément investie sur les relations avec les fédérations sur le plan financier. Donc ça induira de nouvelles relations et un nouveau mode de fonctionnement. On souhaite effectivement que le ministère soit
connectée aux besoins des usagers, en lien avec les acteurs du territoire. Et pour cela, le positionnement de l'État visera à assurer des fonctions d'observation et d'analyse pour repérer les pratiques et les initiatives les plus intéressantes, pour les modéliser et puis les diffuser ensuite par l'intermédiaire de l'agence ou par l'intermédiaire de nos partenaires. Donc changement de paradigme et changement de positionnement. Autre enjeu important, c'est le domaine des relations internationales. Il s'agira de porter et de diffuser les valeurs du sport français, nouer des partenariats, développer l'économie du sport, soutenir financièrement l'organisation de grands événements sportifs internationaux. C'est déjà pour partie fait, mais c'est une dimension qu'il est important de pouvoir développer au mieux, puisque là, on est dans des domaines qui touchent au régalien et au rôle de l'État en termes de relations à la fois d'événements sportifs et de relations internationales. Assurer la sécurité des pratiquants et veiller au contrôle de cette sécurité. Donc, rôle régalien toujours en préparant les décrets et les lois qui encadrent les pratiques. Concevoir, diffuser des campagnes de prévention pour la protection du public dans le cadre des différentes disciplines sportives. Et puis, jouer un rôle de régulateur en assurant la tutelle des opérateurs du sport et afin de disposer de leviers d'action en matière de sport de haut niveau et de développement des pratiques par le biais des contrats d'objectifs et de performance qu'elle conclura avec les établissements publics, que ce soit les CREPS, les écoles nationales et l'INSEP, pour effectivement toujours avancer sur la transformation de cette relation avec le monde sportif et être beaucoup plus facilitateur et accompagnateur que ce que l'on pouvait être auparavant, même si c'était déjà le cas. Mais on aura vraiment un rôle différent du fait de cette disparition, pas quasi totale, mais grosse disparition du lien financier qui pouvait nous unir avec les fédérations. Et puis on continuera évidemment à offrir un cadre de formation initiale et continue adapté aux enjeux des politiques sportives. Alors ces activités vont induire un mode de fonctionnement différent au sein du ministère des Sports, puisque des activités vont diminuer, alors d'autres seront appelées à croître, notamment l'interministérialité et le développement de thématiques telles que le développement durable, la lutte contre les inégalités ou les disparités sociales. Donc ce sont des éléments importants. Et puis, il est important de souligner que de nouvelles relations seront établies avec d'autres acteurs avec lesquels nous étions déjà en relation, mais parfois de façon distendue, notamment les acteurs socio-sportifs, parce que c'est effectivement des domaines sur lesquels nous n'étions pas investis. Tout cela amènera énormément de changements et de besoins de réorganisation au sein du ministère. C'est une tâche à laquelle je m'attelle depuis mon arrivée au sein de la direction des sports depuis 4 mois, mais tout cela fera partie peut-être de questionnements de votre part, parce que le nouveau positionnement de l'État induit effectivement énormément de changements et d'impact sur le fonctionnement actuel du ministère des Sports. Voilà, je ne serai pas plus long parce que je crois que j'avais un temps de parole déterminé, mais je serai bien entendu ravi de pouvoir répondre à vos questionnements et pouvoir rentrer davantage dans le détail de cette réorganisation. Merci. Vous avez été plus que parfaitement dans le timing et je vous en remercie. Pour réagir ou pour donner la position de l'autre pan, partenaire public dans les politiques du sport, je me tourne maintenant vers vous, Jean-Paul Meyer, pour indiquer, et décrire et préciser à la fois le rôle des collectivités, mais également la manière dont elles, vous voyez, qu'elles puissent prendre place à l'avenir dans leur diversité, dans la future architecture du sport. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, vos grades, fonctions et qualités. Le Conseil d'État qui s'occupe du sport, ça paraît presque surprenant. Et pourtant, quand on regarde depuis quelques mois, l'appétence de tous les vecteurs de la société française s'intéresse au sport. Il n'y a qu'à voir les quelques soubresauts qu'il y a eu du côté ministériel l'année dernière, qui ont fait pendant tout un week-end le tour de toutes les télévisions en direct pour parler sport en France. Et c'est vrai que les signaux de ces derniers temps ont pu paraître des fois contradictoires et paradoxaux. Quand on prend l'ambition affichée d'aller vers 80 médailles, de 3 millions de pratiquants plus, dont on ne sait toujours pas si ce sont des pratiquants ou des licenciés,
C'est un peu paradoxal puisque nous obtenons les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et dans la semaine, le budget du sport de l'État baisse de 17%. C'est donc des signaux un peu paradoxaux. À côté de ça, la ministre à l'époque, Laura Flessel, engage les travaux sur une nouvelle gouvernance du sport, c'est-à-dire enfin et pour la première fois mettre autour de la même table tous les acteurs du sport en France. Et je crois qu'il faut le relever parce que ça a engagé une période d'un peu plus d'1 an de travaux extrêmement hard, entre guillemets, avec des fois des explications de texte solides également, mais qui ont permis d'aller vers un consensus et vers une réflexion et un projet partagé par l'ensemble des acteurs. Alors c'est vrai, une étude avait été faite en novembre 2017 avant d'engager les travaux. 77% des Français disent faire du sport, 58% disent en faire toutes les semaines, et il n'y a que 28% de licenciés. Ce qui montre déjà l'évolution du sport depuis, pour ne pas revenir trop en arrière, depuis le début du XXe siècle, qui a évolué relativement lentement d'un système où on formait les futurs défenseurs de la nation, avec quelques soubresauts liés à la prise en compte de loisirs en 1936 par exemple, puis en 1968 avec une libéralisation, les années 80, et d'un coup une explosion liée aux nouveaux médias, liée à la commercialisation, à la consommation et à cette nouvelle appétence pour des activités sportives. Et aujourd'hui, on découvre le sport traditionnel, mais on découvre qu'à côté, il y a des nouvelles pratiques qui s'appellent sport santé, sport nature, sport en entreprise, parcours urbain, ensemble de disciplines qui, quelque part, fait presque peur au mouvement sportif qui ne sait pas comment le maîtriser et l'appréhender, mais également aux collectivités qui sont de plus en plus interrogées par rapport à ces nouvelles pratiques, sur l'ouverture des équipements, qui va être responsable, quelle est l'assurance qui va couvrir, comment est-ce qu'on peut ouvrir un établissement sportif dans un lycée où il y a des mineurs, etc. Toutes ces questions viennent aujourd'hui dans le débat autour du sport en France. Et de mettre tout le monde autour de la table a permis déjà de faire évoluer les choses, que déjà tout le monde aujourd'hui presque parle le même langage. Et qu'il y a une confrontation entre la vision de l'État, la vision des collectivités et la vision du mouvement sportif, du monde économique. Il y manque un collège qu'il faudra, pour moi, instaurer au niveau des territoires. C'est le collège des usagers, qu'ils soient licenciés ou non licenciés, parce que c'est eux qui posent la question des équipements, des installations, de l'accessibilité. Donc c'est particulièrement important qu'on les prenne en compte. Alors le sport, aujourd'hui, il est passé tout doucement d'un service public fléché cohésion sociale, même si on a encore toujours la caricature que dans les zones en déshérence, plus particulièrement politique de la ville, il faut emmener tous les jeunes vers le sport ou vers les emplois sportifs, comme s'ils n'avaient pas le droit d'avoir un autre emploi ou d'avoir une autre activité. On va tout doucement vers une double compétence public-privé, avec une reconnaissance de la transversalité économique du sport. Et quand on prend les analyses excellentes qui ont été faites par le syndicat Union et Cycle, on se rend compte qu'on n'arrive même pas à directement encadrer et percevoir le poids économique du sport. On part sur une hypothèse de l'ordre de 40 milliards, mais on se rend compte que là-dedans, par exemple, toutes les recettes autour des grands événements sportifs internationaux n'y figurent pas, qu'une partie des paris n'y figure pas, que le e-sport, le e-coaching, évidemment, n'y sont pas. Et on interroge les partenaires du sport à ce niveau-là. Et alors les collectivités là-dedans, les collectivités aujourd'hui sont en première ligne. L'État, c'est 0,13% du budget pour le sport,
un peu avec les cadres et les salaires, de l'ordre de 800 millions pour le ministère, 4,8 milliards de l'État pour le sport, avec tout le volant des professeurs d'éducation physique et sportive et des équipements dans les établissements scolaires. Les collectivités, 13,4 milliards. Alors aujourd'hui, je parle au nom des collectivités, mais clairement, il n'y a de projet sportif que s'il y a une commune et un club. Je considère toujours que département, région, nous sommes un peu des collectivités de second rang. On vient faciliter, accompagner le projet porté au niveau du territoire, voire le bonifier dans la mesure du possible, avec quelques nuances, puisque les départements ont la compétence entière sur les espaces, sites et itinéraires de pleine nature, et que, effectivement, depuis le 1er janvier 2016, les régions ont les CREPS en compétence, avec un montage extrêmement intéressant quand on va parler plus tard de l'agence et de l'équilibre à l'intérieur de l'agence. C'est qu'aujourd'hui, un CREPS, c'est un projet qui est porté avec 3 membres fondateurs, l'État, l'établissement, la région, et avec autour des membres présents au conseil d'administration qui viennent bonifier et réfléchir au projet d'établissement, le mouvement sportif, département, métropole la plupart du temps, puisque les CREPS sont quasiment tout le temps dans les métropoles, et le mouvement sportif. Et on a appris à travailler ensemble et à co-construire un projet d'établissement. C'est l'ambition que les collectivités apportent à la table de l'agence, construire ensemble un projet sport pour la France et un projet sport pour chaque territoire. C'est ça l'ambition et l'objectif. Est-ce que c'est jouable? Il faut avouer que l'Agence nationale financée à 100% par l'État avec 30% des voix, il fallait le faire. Il fallait oser. Et il faut reconnaître que les 2 ministres ont osé le faire. Et ça n'interdit rien. Alors ça, c'est les chiffres de façade. 350 millions, il y en a 92 de prévus pour la très haute performance. Mais si on prend par exemple rien que la part des régions pour les CREPS, centres régionaux d'expertise et de performance sportive, rien que sur le budget 2019 des régions, il y a près de 200 millions d'euros inscrits en autorisation de programme et 50 millions en crédit de paiement. Jamais les CREPS n'ont connu un tel investissement. Et l'État y apporte également sa part, à travers le droit à compensation, à travers les subventions qui viennent bonifier ce droit à compensation. Ça montre bien qu'ensemble, on est capable de porter des projets et d'être meilleur. J'ai 2 maximes que j'aime bien. Il y en a une, c'est « seul on va vite, ensemble on va plus loin ». Et la deuxième que j'aime encore plus, c'est « il n'y a de vent favorable que quand on sait où on va ». Et je pense qu'au niveau de l'agence, la co-construction qui est en cours montre que les acteurs du sport savent où ils veulent aller. Certes, tout le monde va devoir changer de logiciel. Tout le monde va devoir apprendre à travailler ensemble. Même le mouvement sportif, qui a toujours demandé à être à la table des décisions, ce serait bien qu'ils viennent maintenant à la table de décision avec des projets qu'on puisse partager. C'est la même chose au niveau des collectivités, c'est la même chose au niveau des entreprises, c'est la même chose au niveau de l'État. Il faut qu'ensemble, on apporte ces projets sur la table et qu'ensemble, on construise ce projet qui doit effectivement, mais j'ose même plus parler des JOP de 2024 parce que, je veux dire, on est presque déjà dans la dernière ligne droite. Il faut déjà se projeter dans l'héritage 2028, 2032 et surtout de prendre en compte ce sport comme un développement économique et un vecteur de santé pour l'ensemble des citoyens. Voilà un peu le contexte dans lequel les collectivités aujourd'hui travaillent. On a mis en place un réseau, une commission intercollectivité entre l'AMF, l'ADF, l'ANDES, France Urbaine et Région, pour ensemble apporter des contributions partagées pour qu'aux côtés de l'État
et du mouvement sportif, mais aussi paralympique, bien entendu, et du monde économique, nous puissions tirer tout ça vers le haut. Je vous remercie. Merci beaucoup. Enfin, pour terminer ce premier tour de table, l'expression et la vision du mouvement sportif, avec vous, Marie-Amélie Le Fur, qui présidait donc la Fédération olympique et paralympique et sportive française, sur la vision du sport organisé en fédération, de sa place dans, je dirais, aujourd'hui, et de la place qu'il souhaite avoir demain, et de la nature des relations qu'il envisage, qu'il souhaite avec l'État et avec les collectivités territoriales. Un grand merci. Je vais m'associer aux remerciements qui ont été déjà faits et formulés par rapport à l'invitation. Donc moi, je suis ravie au titre du Comité paralympique et sportif français d'intervenir ce soir devant vous. Donc juste pour resituer très rapidement le Comité paralympique et sportif français, son rôle est forcément d'organiser la délégation des sportifs français aux Jeux paralympiques, de défendre et de promouvoir l'ensemble des parasports, de travailler également sur leur rayonnement et également un axe autour de la détection et du développement des pratiques. Cette casquette et ce rôle qui est donné au comité paralympique lui confère donc une place importante actuellement dans le mouvement sportif français, une place effectivement aussi auprès des différentes instances, et nous sommes donc membres fondateurs de Paris 2024, mais également de l'Agence nationale du sport. Au même titre que le CNO, nous partageons donc les mêmes problématiques liées, on va dire, à la gouvernance du sport actuel, des différentes décisions qui ont été prises. Ça a été évoqué au niveau de la réduction du budget, au niveau de la remise en question des emplois aidés qui mettent en difficulté nos fédérations et les territoires, et bien évidemment également toute la question de la raréfaction du bénévolat. Donc, c'est avec une grande attente que nous attendons la mise en place effective de cette agence, parce qu'effectivement, je pense que c'est des choses qui ont été très longuement évoquées par mes deux prédécesseurs, mais je pense que cette agence est finalement a une ambition de réunir autour de la table l'ensemble des acteurs qui œuvrent actuellement pour le mouvement sportif, en tout cas pour le sport au quotidien, mais qui ne le font pas forcément actuellement de façon cohérente, partagée et en termes de discussion, les acteurs les uns avec les autres. Donc c'est vraiment l'enjeu qu'on peut avoir de cette agence, c'est pour une fois de se réunir autour de la table, de partager les problématiques de chacun, de partager cet objectif commun qui est double dans l'agence, c'est-à-dire l'accompagnement de la haute performance, mais également le développement de la pratique pour tous. Donc c'est aussi une belle particularité de cette agence, c'est qu'il n'y a pas eu de choix de fait entre le sport de haut niveau et le développement du sport, ce qui peut être le cas dans d'autres pays, mais vraiment l'agence portera cette double compétence. Une autre chose qui est vraiment essentielle et qui m'amène totalement en lien avec la thématique d'aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas oublier que le mouvement sportif, que le sport en France, il se construit non pas au niveau, on va dire, institutionnel et fédéral, il se construit sur le terrain, auprès de nos comités, de nos ligues, de nos clubs, avec nos salariés, nos bénévoles. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Et finalement, cette agence, la façon dont elle va être déclinée sur le territoire, répondra à cet enjeu, finalement, de mieux écouter le territoire, de mieux écouter nos acteurs, de les rendre plus écoutés dans le choix des politiques territoriales qui seront faites. Attention, je ne dis pas qu'actuellement, il n'y a pas de dialogue fait entre les institutions, entre les communes, entre les collectivités territoriales et les fédérations et nos clubs, mais je pense encore une fois que cet échange, il est disparate en fonction des différents territoires, il n'est pas fait de la même façon, il n'est pas activé et animé de la même façon pour l'ensemble des fédérations. Donc on a vraiment une attente à la fois sur la déclinaison nationale de cette agence, mais également sur le volet territorial qui devrait être défini prochainement. Voilà, pour l'instant, pour nous, c'est pas forcément encore clairement défini. On a beaucoup d'attentes pour ça parce que ça permettra vraiment de répondre à cet enjeu territorial que l'on a vis-à-vis du sport.
On l'a dit, le sport est une compétence partagée, mais pour autant, il y a aussi des compétences propres. Et on comprend bien que si on ne réunit encore une fois pas les acteurs autour de la table pour échanger, pour partager, l'objectif commun n'est pas forcément partagé et il n'y a pas de cohérence dans l'ensemble des décisions qui sont prises. Une autre chose que je voulais partager avec vous et qui est maintenant un petit peu plus propre à la casquette que j'ai au niveau du comité paralympique et sportif français. Donc effectivement, le sport commence sur le territoire, le sport commence également à l'école et malheureusement pour le cadre des personnes en situation de handicap, ce n'est pas une réalité. On a encore besoin d'énormément travailler sur cette place du sport à l'école pour les jeunes en situation de handicap, pour arrêter, comme je l'évoquais ce matin, que les jeunes soient encore dispensés ou arbitres des pratiques sportives. Et finalement, dès l'enseignement de l'éducation civique, dès la formation des professeurs de sport, avoir cet angle et cet axe handicap qui permettrait finalement tous les jeunes de notre société de demain de finalement mieux considérer le handicap et ses possibilités au travers de la casquette sportive. Actuellement, au niveau des politiques territoriales, la question du handicap est traitée. Ce n'est pas le problème. Je pense que personne ne fuit cette compétence handicap. Le seul problème, c'est qu'elle est très transverse. Et le fait qu'elle soit transverse fait qu'elle n'est pas forcément, encore une fois, traitée en cohérence entre les différents acteurs, qu'il y a un manque de partage. Et le fait, des fois, d'avoir un axe qui serait traité par une dimension ou une branche particulière nous permettait d'apporter plus de cohérence. Et c'est pour ça, c'est vraiment un enjeu pour nous d'animer un réseau territorial autour de la question du sport handicap pour encore une fois réunir les acteurs pour discuter. Et c'est pour ça que suite à la création de l'agence, en tout cas de la réflexion qui a été menée sur la création de l'agence, le comité paralympique, à l'instar du CNO, a décidé en fait de créer des structures décentralisées. Donc par structure, j'entends un emploi par région. Donc je sais effectivement, c'est pas de l'ordre des GDOS et des CROSS, mais c'est un premier pas finalement qui est fait par le comité paralympique pour accompagner les différents acteurs. Parce qu'on sait que le mouvement paralympique est encore un mouvement confidentiel, où il faut faire preuve de pédagogie, où il faut faire monter les acteurs en compétences. Et ce sera le rôle de cet emploi, c'est finalement de réunir ce réseau des institutions, ce réseau des associations et ce réseau des fédérations sur le territoire pour vraiment partager les enjeux et les besoins qui tournent autour de la politique handicap. Et un des derniers axes, parce qu'après on passera, je pense, à un débat plus animé et moins un monologue dans cet échange, c'est cette question de la disponibilité des créneaux et des structures et de la mise en accessibilité. Donc on a depuis de nombreuses années une enveloppe qui est dédiée à la mise en accessibilité des structures. On sait que cette enveloppe est de plus en plus utilisée. Elle doit répondre à un besoin de pratique. Donc charge à nous finalement de développer les politiques territoriales pour que l'envie de pratique soit suscitée sur le territoire et qu'on puisse... Pardon, la journée a été longue. Et qu'on puisse derrière... mettre en œuvre finalement la mise en accessibilité, mais il y a aussi finalement une mise en cohérence à faire autour de l'utilisation des différentes structures. Et on parle souvent de structures qui sont sous-utilisées, parfois dans les collèges, dans les lycées. Donc vraiment l'idée aussi de cette agence et de la discussion qu'on met autour des acteurs, c'est aussi une mutualisation autour des équipements qu'il existe pour le sport, des grands équipements de zones de pratique, mais ça peut être aussi au niveau du sport handicap, une mutualisation des équipements un petit peu plus personnels et qui permettrait finalement de diminuer la contrainte financière liée au sport. Très bien. Eh bien, merci à tous trois de cette intervention liminaire. Avant de peut-être poser quelques questions et ensuite de vous donner la parole, peut-être d'abord me tourner vers Gilles Quénervé pour savoir s'il souhaite réagir à tel ou compléter par rapport aux propos qui ont été tenus à la fois par Jean-Paul Lemeyer et par Marie-Amélie Le Fur. Oui, je vous remercie. Je crois qu'il y a des points importants qui ont été évoqués lors des interventions précédentes. Moi, je retiens cette volonté commune de co-construire une stratégie
sportive, parce qu'effectivement, nous avions l'habitude jusqu'ici d'avoir une conception qui descendante avec un État qui concevait ses politiques. Là, l'objectif est vraiment de co-construire avec les territoires cette politique sportive pour qu'elle colle davantage et au mieux aux besoins à la fois de ces territoires et des usagers. Je pense que c'est important de le souligner encore, parce que je crois que ce sera notre axe de travail dans le futur, et c'est un des axes fondateurs de l'agence. Confirmer aussi que ce travail de co-construction est tout à fait dans l'air du temps et se traduit notamment par ce que l'on fait dans les CREPS. Et ça, je confirme que c'est une réussite. Nous avons, depuis 3 ans, fait un bilan, et on s'aperçoit qu'effectivement, le fait de travailler sur ces conventions tripartites, sur le fait de travailler ensemble avec les collectivités sur la politique du CREPS, sur son devenir, est une réelle réussite et démontre que ce travail peut porter ses fruits. Donc c'est encore une fois une preuve que nous devons encore accentuer nos relations et travailler davantage en profondeur. Et puis, je retiens aussi cette volonté commune et ce questionnement sur la façon dont l'agence sera déclinée sur les territoires. C'est un des axes majeurs de réflexion. C'est un des axes essentiels du travail que je mène actuellement avec le préfigurateur, parce qu'il y a encore nombre d'inconnus sur cette déclinaison territoriale, sur la façon dont nous allons pouvoir tous fonctionner. Mais ce dont nous sommes persuadés, c'est que le succès de l'agence repose sur une bonne articulation entre chaque acteur, pour qu'au final, nous n'ayons pas de déperdition à la fois au niveau des moyens et au niveau de l'impact sur le territoire. Et ça, effectivement, c'est un point important. Et je suis très vigilant pour que nous puissions aboutir rapidement à une véritable déclinaison qui dépend de nombreux paramètres inconnus encore pour certains à ce jour, mais dont j'espère que nous aurons rapidement des informations qui seront à même de nous permettre de finaliser ce travail qui est essentiel. Merci. Alors, dans l'ordre du coup des interventions, Jean-Paul Omeyer. Oui, j'adhère tout à fait à ce que vient de dire le directeur des sports. J'ai noté 3 points. Un point qui m'interpelle, disparition du lien financier entre l'État et les fédérations. Clairement, nous revendiquons tous que l'État soit partenaire avec nous. Et effectivement, l'agence va avoir les moyens, mais le ministère doit se conforter dans sa mission de générer les moyens financiers dans tous les ministères au bénéfice du sport et de bonifier l'ensemble des politiques de l'État à travers l'agence et à travers sa place dans l'agence. Oui, sport à l'école est un vrai sujet et je crois qu'on a à reconstruire les passerelles entre le sport à l'école, le sport en club, le sport dans la rue, mais aussi le sport adapté et à toutes les pratiques, parce qu'il n'y a plus beaucoup de liens, clairement, à travers les normes, à travers les règlements et tout. À nous d'avoir de l'agilité, comme on le disait avant, pour reconstruire un peu du relationnel. Et le 3e point, effectivement, c'est la disponibilité des équipements et l'accessibilité. C'est extrêmement compliqué. Problème, on l'a dit avant, je veux dire, dans un lycée, vous ouvrez les installations sportives, il y a des mineurs, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez comme vous voulez. Le soir, qui c'est qui s'occupe de fermer, d'éteindre les lumières, etc. Tout ça, ça fait partie de questionnements importants qui touchent au droit, qui touchent à la responsabilité. C'est le chef d'établissement qui est responsable, c'est le président de l'Assemblée. Tout ça, c'est des questionnements sur lesquels l'agence va s'emparer et travailler pour apporter les meilleures réponses possibles. Merci. Et Marie-Amélie Lefour, si vous souhaitez, parallèlement à ce que vous avez dit, réagir aussi à certaines des questions ou des sujets qui ont été posés ou sur d'autres points.
Il y a un axe en fait qui a été évoqué, c'est aussi par rapport à la mise en place de l'agence, cette autonomie plus grande qui va être conférée aux fédérations et notamment sur la branche développement et le lien finalement plus avec leurs projets sportifs fédéraux. Donc effectivement, plus grande autonomie, mais je pense que ça va répondre aussi à ce besoin d'agilité de l'offre que doivent mettre en place les différentes fédérations pour répondre à un besoin du pratiquant qui a évolué, qui n'est plus le même qu'hier. Et là, encore une fois, dès l'instant que finalement les fédérations sont beaucoup plus maîtres de leur autonomie, de leurs subventions, on sent l'enjeu finalement des politiques territoriales qui doivent discuter avec ces fédérations, puisque si on se retrouve avec un enjeu des politiques territoriales qui n'est pas le même que celui des fédérations, finalement le pratiquant, les clubs, les ligues, les fédérations et les instances publiques ne s'y retrouveront pas. Donc je pense que vraiment, encore une fois, cette autonomie et cette modification que l'on voit mise en place dans la branche développement apporte ce besoin de mise en cohérence et de discussion entre les acteurs. Merci. Alors, avant d'ouvrir la balle des questions, je m'en autorise une en reprenant quelques propositions ou quelques perspectives qui ont été évoquées par les uns et par les autres. D'abord, la question de l'autonomie des fédérations. Donc on a le sujet autonomie des fédérations, c'est-à-dire que les fédérations souhaitent être plus autonomes dans la définition de leurs propres objectifs de développement. Deuxième élément, l'agence serait le lieu de définition au niveau national avec déclinaisons régionales qui restent à déterminer, d'objectifs généraux de politique sportive dans différents domaines avec les fédérations, mais aussi en dehors. Alors je pose la question là avec ma casquette de maire. La collectivité territoriale, on parle de la question de l'allocation des créneaux, de l'adaptation des équipements. Je pose ma question là avec cette casquette de maire. Ne peut-on pas avoir le sentiment qu'on a d'une part la fixation des objectifs par l'agence et par l'État, deuxièmement la déclinaison des objectifs de chaque fédération, et à la fin, tout le monde se tournant vers les collectivités de premier niveau sur le mode « il me faut plus d'horaires pour mon sport parce que l'objectif qui a été décliné, c'est d'augmenter le nombre de sportifs. Il me faut, dans ma discipline, c'est déjà le cas, il faudrait davantage d'ouverture des équipements sportifs et qu'ils soient adaptés à la diversité des nouveaux sports et aussi à la diversité des pratiques. Donc des budgets à engager, parce qu'effectivement, c'est du fonctionnement, de l'investissement, au-delà des sujets de responsabilité. La question, c'est est-ce que la collectivité de base, ville, ou parfois EPCI, établissement public de coopération intercommunale, ne peut pas se sentir au pied en disant on me dit ce que l'on doit faire par les fédérations et par l'État, et moi je suis là pour payer et mettre en lumière, et mettre en musique. C'est en tout cas la manière dont on peut percevoir, ou en tout cas imaginer une partie de la mise en œuvre de cet effort supplémentaire sur le sport. Alors j'ai conscience que c'est peut-être probablement un peu caricatural de le dire ainsi. C'est pas caricatural dans la réalité. Je le dis, dans la réalité, c'est quand même bien comme ça que ça se passe. La Fédération française de basket décide de passer à la raquette qui est maintenant, depuis quelques années, rectangulaire et plus trapézoïdale. Tous les terrains doivent être mis aux normes. Il en va de même avec les évolutions, y compris des fédérations qui vous disent que si on n'a pas telle caractéristique de distance entre le vestiaire et le terrain, au football par exemple, le terrain n'est plus homologué à partir de certains niveaux, à vous de vous débrouiller pour que ça fonctionne. Donc ceci fait aussi partie de... Et puis le comité qui dit on a diminué notre pratique, c'est parce que les équipements ne sont pas assez modernes. Notre plan de développement fédéral implique que nous ayons un centre d'entraînement de niveau départemental ou régional à peu près à tel endroit, c'est chez vous qu'on vient. Bon, maintenant, merci de nous aider. Donc, la question, c'est est-ce que cette nouvelle organisation ne risque pas d'accélérer ou de renforcer ces processus? Non, je ne sais pas vers qui je me tourne. C'est bien, vous posez les questions qu'on se pose aujourd'hui pour le volet territorial. Alors clairement, rappelez que 98% des installations appartiennent aux communes, ou au bloc communal, disons, et que la moyenne d'âge des équipements, c'est 30 ans. C'est
l'histoire des 30 Glorieuses, où on pouvait facilement construire, où l'État accompagnait les projets de COSEC, les piscines, les 1000 piscines, les piscines Canton, etc., etc. Et ben, la source s'est tarie, et il n'y a plus guère que la commune, plus quand ils l'ont décidé, le département et la région, qui viennent accompagner selon des critères que chaque assemblée a déterminés. C'est tout l'enjeu de la conférence du Parlement territorial, on l'appellera comme on veut, de déterminer le projet territorial partagé par l'ensemble des acteurs. Et ce projet territorial sera effectivement confronté au projet des fédérations pour voir ensemble comment on construit ce projet de territoire. Dans le Grand Est, on a mis en place le schéma régional de développement du sport qui a été voté en décembre à l'unanimité à l'Assemblée régionale, à l'unanimité au CROSS, à l'unanimité au Césaire et qui a été validé par les départements. On a co-construit un schéma régional de développement du sport où chacun doit évidemment se retrouver et où il n'y a pas de lien hiérarchique de l'un avec l'autre, mais d'essayer de construire. Et on a décidé, par exemple, que la région Grand Est, sa caractéristique serait les sports de nature. Et la région viendra appuyer la politique des départements, plus particulièrement le département des Vosges qui en pointe là-dessus, parce que c'est une compétence départementale et que donc la région viendra accompagner le développement de ces pratiques de nature. Et c'est extrêmement intéressant parce que développer pratiques de sport de nature, c'est aussi faire du sport santé. C'est apporter un équilibre dans le territoire. C'est plus facile de faire des aménagements sport nature dans des zones à peu de population plutôt que de venir dire on va construire un stade de 15 000 places. Donc tout ça, ça va être de construire le projet territorial. Et ma région, qui a 40% des frontières françaises terrestres, un des objectifs que nous allons fixer aux fédérations dans le cadre du dialogue entre le projet fédéral et le projet territorial, c'est d'avoir un volet transfrontalier. Et là encore, c'est un domaine où le mouvement sportif a beaucoup de mal à comprendre qu'il y a même des moyens à aller chercher. Le judo a développé un projet de centre d'entraînement transfrontalier avec le Luxembourg et la Sarre. Il récupère quand même 2 millions d'euros d'argent européen pour faire fonctionner ce centre. Il y a peut-être aussi là des questions à se poser, une nouvelle agilité. Oui, je crois qu'effectivement, c'est un point important et on a besoin de dissocier les deux pans de l'agence, avec le sport de haut niveau d'un côté, effectivement, qui là sera géré au niveau national parce que c'est une politique nationale et qui nécessite effectivement une vision globale, puisque nous sommes sur des sportifs de niveau inscrits dans des programmes d'entraînement, dans des programmes de reconversion, dans des programmes d'accompagnement. Et donc là, effectivement, on a cette partie nationale. Par contre, sur la partie développement des pratiques, effectivement, il est nécessaire de co-construire au niveau régional la stratégie, de pouvoir imaginer les politiques qui seront mises en œuvre sur les territoires et puis ensuite de pouvoir les financer, alors à un niveau qui sera départemental ou infradépartemental, mais qui permettra d'être au plus près des territoires ou régional en fonction du projet. Voilà. Et donc de dissocier les aspects, les dimensions pour pouvoir coller à la fois aux attentes du territoire et puis aux besoins des pratiquants, bien entendu. Très bien. Écoutez, merci de plus que cette introduction, d'avoir nourri ce débat. Il est 18h30, donc nous avons maintenant un temps significatif pour des échanges, vous donner la parole. Et donc, je vais évidemment, je ne sais pas si on a... Non, vous avez... les dispositifs fonctionnent pour les micros? Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous prenions peut-être, pas comme ça forcément toujours que l'on fait, mais peut-être plutôt 2 ou 3 questions plutôt que de répondre à une, puis après de vous faire réagir tous, parce que l'expérience montre qu'en général, c'est plus frustrant, parce qu'il y a moins de questions posées, et nos intervenants ont l'agilité pour pouvoir
répondre à plusieurs intervenants successifs dans une même réponse. Voilà, donc là, j'aurai quelques autres questions le cas échéant, mais je vais d'abord me tourner vers vous pour que cette conférence échange, débat, porte bien son nom. Qui souhaite intervenir? Madame, appuyez sur votre bouton. Non, voilà. C'est le bouton gris pour utiliser le micro. Oui, vous m'entendez. D'accord. Donc, bonjour d'abord. Je suis donc Édouard Vincent de Bourbon-Palavie et je suis présidente de l'IET, l'Institut européen Technologie de l'Union européenne. Et j'avais une question pour rebondir sur ce que vous veniez de dire tout à l'heure avec le transfrontalier. Je voulais donc savoir si effectivement l'Union européenne intervenait aussi auprès de l'agence ou s'il y avait des relations qui étaient actuellement en cours pour des financements ou des aides au développement dans le cadre de l'Europe. Merci. Une autre question, madame, et puis après, monsieur tout au fond. Oui, merci beaucoup pour la qualité et la grande richesse de ces débats. Mon nom est Sophie Dion, je suis avocat et maître de conférence à Paris 1. Et je voudrais à la fois faire une observation et vous poser une question. L'observation, c'est que tout le monde, vous l'avez tous dit, aujourd'hui, on se rend compte qu'il manque une déclinaison territoriale, ou en tout cas, les choses sont en train de se faire sur la déclinaison territoriale de l'Agence pour le sport. Et on sait bien que, moi je suis aussi une élue locale, et on sait bien que finalement le sport, ça commence au sein d'un club, quand un parent ou un grand-parent vient emmener son petit-fils, et que c'est là où la vie commence, et c'est là où le sport commence. Et je crois aussi que le sport est une chaîne vertueuse, et que ça commence toujours comme ça, et peut-être ça se finit par être effectivement un des plus grands champions, ce qui est le rêve de chaque enfant. Et ça m'inquiète beaucoup de voir à quel point aujourd'hui les petits clubs sont en souffrance. Et je crois qu'aujourd'hui, cette notion de territorialité de l'agence, il faut vraiment y penser, il faut vraiment la décliner à tous les échelons de notre vie sociale, car encore une fois, aujourd'hui, un club, c'est vraiment le lien social de toute une communauté, à la fois villageoise ou urbaine. Et j'avais une question aussi, enfin une question en tout cas, on a parlé des parlements territoriaux du sport, et je me dis comment ça va marcher, ou en tout cas, est-ce que c'est peut-être là où les choses vont se passer? En tout cas, c'est une simple observation. Ma vraie question, c'est aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut en effet maintenir au sein de l'agence un lien entre les fédérations et le ministère des Sports. Alors, on sait très bien que le moyen de maintenir ce lien entre les fédérations et le ministère, c'est au moment de la discussion de la convention d'objectifs. Et j'ai cru comprendre que la convention d'objectifs, finalement, ne serait plus discutée au sein du ministère, mais elle serait en effet discutée au sein de l'agence. Donc, du même coup, quel lien va pouvoir garder le ministère et les fédérations dans cette nouvelle agence? Et c'est effectivement un sujet très important, puisque le ministère des Sports, du moins on l'espère, va pouvoir garder, en tout cas, à tout le moins, ses compétences régaliennes en matière de sécurité, d'organisation des compétitions. Et c'est vrai que si on rompt ce lien-là par le biais de la convention d'objectifs, que reste-t-il? Merci beaucoup. Merci. Monsieur, au fond. Et puis ensuite, je proposerai des réponses, que nos intervenants puissent répondre. Bonjour, merci de me laisser la parole. Grégoire Quélin, je travaille pour la Fondation Alice Mia, qui agit pour le développement du sport féminin. Et j'avais une question, c'est de savoir quelle place va être accordée aux chercheurs au sein de l'Agence du sport. Parce que par rapport à toutes les choses que vous avez pu dire précédemment, notamment sur l'aspect de la géographie, je pense qu'il y a énormément de choses à faire sur les questions de territorialité, comme elles viennent d'être évoquées. Et la place des chercheurs, notamment en sciences sociales, je pense a un vrai rôle à jouer sur la question pour faire un lien entre la recherche et l'action, entre les données qui sont dans le monde du sport parfois assez compliquées à avoir, notamment sur les questions d'accessibilité, sur les questions entre les inégalités territoriales, certes, mais inégalités aussi de genre, d'accès pour les personnes en situation de handicap. Pour tout un tas de raisons, la question de la recherche et des chercheurs en sciences sociales, je pense, est importante. Et donc, du coup, je voulais savoir la place un peu dans cette nouvelle agence du sport. Bien.
j'ai quand même le sentiment, Gilles Kénervé, que sans vouloir centrer sur vous, qu'une partie importante des questions qui ont été posées, même s'il y en a qui touchent aux associations, etc., m'amène à me tourner d'abord vers vous et puis ensuite sur nos deux autres intervenants. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir parce que je sais que j'ai affaire à des connaisseurs et des experts, puisque vous êtes très pertinents dans vos questions. Et c'est vrai que ce sont des questions que nous nous posons et sur lesquelles nous travaillons. Alors je rejoins tout à fait votre sentiment, madame, quant au club et à l'importance du club, à la fois sur les territoires ruraux et sur les territoires urbains, puisque c'est parfois le dernier lieu de socialisation. Nous avons parfois des communes où il n'y a plus de cafés, de bars, de lieux qui permettaient à la population de se retrouver. Et souvent, c'est le club sportif qui permet cette socialisation. Donc effectivement, il est important d'y veiller et de pouvoir conserver pour ces clubs des moyens suffisants pour pouvoir exercer leur action sur les territoires. Et ça, je crois que c'est un point qui a été pris en compte avec une volonté, encore une fois, d'être au plus près de l'usager, du citoyen, et dans la façon dont l'agence va pouvoir financer les projets, notamment les projets fédéraux. Il y a des liens qui vont être établis directement avec les clubs pour leur permettre de continuer à vivre et continuer à mener leurs actions au plus près de leurs adhérents. Concernant les parlements territoriaux du sport, effectivement, on a la volonté commune est de co-construire les actions, et ces parlements devraient regrouper l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les collectivités, l'État, le mouvement sportif, les acteurs économiques, pour avoir cette vision générale qui ira au plus près, on l'espère, des attentes et qui sera la plus pertinente possible. Donc c'est un organe et une structure essentielle dans le cadre de la nouvelle gouvernance du sport. Alors qu'est-ce qu'il reste entre les fédérations et le ministère des Sports? C'est une question importante, et nous sommes actuellement en train de travailler avec le préfigurateur, parce qu'effectivement le lien direct financier, le versement par l'intermédiaire des conventions d'objectifs ne sera plus le lien essentiel entre l'État, le ministère des Sports et puis le ministère des Sports et l'agence. Alors nous travaillons sur de nouveaux modes de fonctionnement, et notamment un accompagnement beaucoup plus pointu quant aux besoins des fédérations. Jusqu'ici, on exerçait une tutelle, mais pas peut-être de façon trop importante, ce qui nous faisait passer à côté de certains points. Même si nous allons revoir le cadre de cette tutelle, nous souhaitons accompagner les fédérations dans leur quête d'autonomie, dans leurs besoins d'autonomie, dans la résolution de leurs problèmes quotidiens. Et j'ai pu moi-même me rendre compte lors des rendez-vous que j'ai pu avoir avec les présidents de fédérations pour faire le bilan de ces conventions. Il y a un besoin d'État parce que l'État demeure l'arbitre, parce que l'État fait preuve de neutralité et permet d'aplanir des difficultés. Donc notre objet, ça sera vraiment de les accompagner à la fois dans leur transformation, dans leur action au quotidien, mais sur des aspects différents pour développer avec elles les aspects qui concerneront l'interministérialité, ce que j'évoquais sur différentes thématiques. Donc ça va bouleverser les rapports, et notamment les rapports que l'on peut avoir au sein de la direction des sports, mais je crois que c'est le sens de ce qui est recherché, et l'État sera toujours présent, mais différemment. Et les fédérations le comprennent et sont demandeuses de ce positionnement peut-être plus en retrait, mais davantage facilitateur, accompagnateur et facteur de développement d'une nouvelle approche au sein des fédérations. Donc c'est un travail important, je vous l'avoue. J'espère qu'on parviendra, mais il y a énormément de choses à faire. Je vous coupe une seconde. Vous venez de dire les fédérations sont demandeuses. Je vais me tourner vers vous, Marie-Émile Lefleur, pour réagir à cette proposition. Est-ce que les fédérations sont demanderesses, et avec quelles conditions dans ce cas-là, de cette modification du lien avec l'État? La mise en place de l'agence répond à une demande du mouvement sportif qui avait été formulée depuis longtemps au travers de son autonomie. Ça a été rappelé aussi tout à l'heure. Dans l'autonomie, il y a aussi la notion de challenge que portera l'agence, avec un regard très particulier et beaucoup plus poussé sur la façon dont sont utilisés les financements. Donc je pense effectivement
dans ce nouveau contexte de lien avec l'agence, le fait de ne pas perdre ce lien avec l'État, qui, on l'a dit tout à l'heure, restera finalement le garant des grands axes politiques, c'est quelque chose d'essentiel parce que les grands axes politiques, encore une fois, doivent également se faire en discussion et en échange avec les différents acteurs. Donc, je pense que sur ça, c'est important. Et si je peux du coup enchaîner sur... Deux petites choses. Je vous rejoins totalement, madame, sur la souffrance des clubs, puisque même si on le sait que la plupart de nos grands sportifs de haut niveau terminent à l'INSEP, dont je salue le directeur présent ce soir dans la salle, effectivement, un sportif, il naît sur le terrain, il naît dans les clubs. Et je ne saurais qu'appuyer vos propos au regard de la baisse budgétaire qu'on a connue, au regard de la baisse des emplois, parce que cette notion des emplois aidés qui a touché l'ensemble du monde associatif a fortement impacté le monde du sport. Et sans éducateurs auprès de nos enfants, sans éducateurs formés, spécialisés, on ne peut pas dispenser une pratique de qualité. Donc effectivement, les clubs, les comités, les ligues et tous les acteurs présents sur le territoire sont actuellement en souffrance. Et c'est aussi pour ça que nous, l'agence représente vraiment un enjeu, parce qu'on a besoin, encore une fois, que le sport, si on le détermine comme un enjeu de société, de le positionner comme tel par rapport aux différents acteurs. Et si je peux me permettre également de répondre par rapport à la question sur la place de l'innovation. Donc bien évidemment, l'innovation et la recherche ont une place importante dans l'agence. Ils sont présents sur la branche performance. Il y a tout un axe en fait autour de l'innovation technologique, l'innovation autour de la recherche du bon geste, mais la recherche également au niveau du suivi socio-professionnel est essentielle, puisqu'on vous parle souvent de la carrière d'un athlète, de sa gestion du double projet, mais également de la gestion de sa reconversion. Donc cet axe et ce rapprochement avec les chercheurs, avec les études, est un axe aussi également très important de l'agence, qui est une attente du mouvement sportif et qui sera mise en œuvre par les différents acteurs et encore une fois de façon très concertée. Merci. Peut-être Jean-Paul Lemeyer, puis après je repasserai la parole à Gilles Kenervé sur la question sur l'Union européenne et puis peut-être aussi sur la recherche en complément de ce qui vient d'être dit. Voilà, je laisserai le directeur répondre, mais sachez qu'il y a des évolutions au niveau du DOCUP européen qui vont plutôt dans le bon sens par rapport au sport, même si on a déjà connu mieux du temps de Objectif 2. Simplement bien être conscient qu'on est à une étape charnière où on change tous de logiciel. Aujourd'hui, on n'est plus, les textes tombent et le sport, c'est ça, avec des circulaires qui datent encore de 1945 ou bien du temps de 1960, quand je rappelle le général de Gaulle envisageait éventuellement d'aller gagner les médailles lui-même après les Jeux de Rome où nous avions été particulièrement peu brillants. Donc tout ça, ça veut dire que les questions que vous apportez viennent nourrir le débat que nous avons pour faire évoluer les choses. Et c'est extrêmement important. La question des petits clubs, des emplois, c'est simplement, il faut changer de paradigme. Le sport, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Cet investissement, il est productif. Il est productif parce qu'un salarié qui fait du sport, il est beaucoup plus performant dans son entreprise. Alors, on vient de faire les études en France, le MEDEF, le CNOS avec AG2R, la mondiale. En Scandinavie, ça fait 10 ans que ça se fait. Et là-bas, la productivité de l'entreprise augmente de 10%, l'absentéisme baisse de 28%. Et le coût, alors sur la dépense sociale, l'assurance maladie, ils arrivent au même chiffre au bout de 10 ans que les études françaises. Un salarié qui fait du sport coûte entre 300 et 350 € de moins par an à la sécurité sociale. C'est donc un vrai investissement productif. L'étude qui a été faite par la revue médicale anglaise de Lancet sur le prix de la sédentarité, rien que sur le diabète et les AVC, le coût au niveau mondial, c'est 61 milliards d'euros. C'est quelques 885 millions en France. Le fait de faire 1 heure d'activité physique et sportive par jour permet d'économiser des milliards. Donc c'est comme ça qu'il faut qu'on change simplement dans le domaine du sport, il faut qu'on change de discours. Aujourd'hui, le sport, on apporte une valeur à la société, une valeur économique, une valeur de développement.
Et c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille. Le double projet, c'est pareil. On a inscrit chez nous, il y en a un dans la salle qui sait bien de quoi je parle, on a inscrit ça comme le cœur du projet sportif dans le Grand Est. C'est le projet de vie du sportif, du double projet. Et c'est un vrai apport parce que ça veut dire que le sportif, dont accessoirement je rappelle que certains qui sont allés au JO à Rio avaient moins de 800 € par mois pour vivre, chez nous, eh ben, ils ont un salaire à la fin du mois, ils cotisent pour la retraite, ils cotisent pour la sécurité sociale, ils ont une formation avec un diplôme à la sortie et un emploi qui les attend. Et tout en continuant à faire de la pratique. Et les entreprises d'aujourd'hui, on peut appeler ça du mécénat de compétences, elles sont extrêmement intéressées pour embaucher des sportifs. Et les sportifs, ils viennent dans les clubs dans le Grand Est parce qu'on leur offre ce service. On s'est un peu basé sur certains travaux qui ont été faits du côté de Limoges, sur les avancées sur le statut du sportif de haut niveau, sur les compétences qu'on peut acquérir et transférer dans l'entreprise. Et c'est extrêmement important d'avoir un discours avec les chefs d'entreprise, qu'ils comprennent. S'il faut qu'il y ait une traduction entre le discours sportif et le discours de l'entreprise, ça ne va pas marcher. Si on parle d'un discours d'entreprise avec un chef d'entreprise, il est d'accord pour venir travailler avec le mouvement sportif. Merci. Peut-être, alors, la prochaine fois, faudrait-il avoir un quatrième intervenant, qui est la sécurité sociale, parce que ce que vous avez dit est parfaitement exact. On parlera de sport santé tout à l'heure, mais y compris du coup dans le financement du sport, parce que ce n'est pas les mêmes caisses qui financent les pratiques le soutien à la pratique sportive quotidienne, et même 1 heure par jour, ça commence à être plus que régulier. Et ceux qui peuvent, c'est la même collectivité, mais ce n'est pas la même caisse qui peut en tirer les bénéfices. Absolument, les entreprises le font également. Je me retourne parce que je ne souhaiterais pas qu'on oublie des questions avant de vous redonner la parole, au-delà évidemment de réagir sur ce qui a été dit en complément de vos premiers propos. Il y avait question sur la place de l'Union européenne et puis peut-être aussi sur la question de la place des chercheurs dans l'agence, en complément de ce qu'a dit Marie-Amélie Le Fur. Sur la place de l'Union européenne, je n'ai pas d'éléments complémentaires par rapport à ce qui a été dit par M. Meyer, mais c'est un point effectivement important. Et voilà, c'est ça. Erasmus II devrait être au complet. On attend des choses concrètes. Sur la place des chercheurs, effectivement, c'est un point qui a été, dès que l'on a envisagé la création de l'agence, il était important de pouvoir mettre en place une structure dédiée au sein de cette agence. Marie-Amélie Le Fur l'a bien indiqué concernant le sport de haut niveau, mais pas seulement. Et c'est vrai que nous sommes en train de nous articuler avec l'agence pour que la recherche porte sur l'ensemble des dimensions du sport et pas seulement la haute performance. Donc nous sommes en train de renforcer nos capacités d'analyse, nos capacités d'observation au sein du ministère des Sports. Et puis il y a cette articulation à trouver pour que l'agence qui intervient sur d'autres pans et sur une autre vision puisse être complémentaire. Et c'est cette complémentarité qui verra le succès en matière de recherche. Mais c'est un domaine important avec des moyens dédiés, qu'ils soient financiers ou humains. Et nous veillerons à ce que cette structure puisse s'étoffer, perdure et puisse produire des résultats à l'avenir. Donc, peut-être avant d'avoir cette seconde série de questions, je pense que vous comprenez dans nos propos que nous ne sommes pas des optimistes béats par rapport à la création de l'agence, mais que nous sommes conscients des difficultés. Il y a des choses à mettre en place, il y a une mise en œuvre à travailler, et ce travail est en train d'être mené avec l'ensemble des partenaires. C'est vraiment, comme vous l'avez dit, M. Meyer, c'est un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme ne peut s'opérer que dans des conditions optimales, avec des paramètres sécurisés, avec un travail de fond, et surtout une bonne articulation entre les différents acteurs, parce qu'il ne faut pas qu'au final, ce soit les pratiquants et le mouvement sportif qui soient perdants. Il faut absolument que ce soit un succès à la fois durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, mais aussi dans le cadre du développement des pratiques. Et c'est pour cette raison que le travail qui nous attend est encore important, mais cette volonté commune de travailler ensemble, de co-construire, peut nous permettre d'avancer rapidement et de trouver une solution à tous ces questionnements qui sont, encore une fois, tout à fait pertinents. Merci. Je vais vous redonner la parole. Madame.
Et puis, messieurs les parlementaires. Merci. Merci pour cette conférence. Je suis maire adjointe au sport d'une ville du 92. Ma question, c'est le rôle de l'agence et du ministère concernant les collectivités territoriales. Donc, je vous rejoins sur ce que vous avez dit en tant que maire, sur la gestion des équipements. Quelle va être l'aide qui va être apportée aux collectivités quant aux travaux de mise aux normes de nos équipements sportifs pour permettre donc aux adhérents des petits clubs de pouvoir donc pratiquer, sachant qu'en plus au niveau des collectivités nous avons une baisse des dotations. Donc qui dit ouverture donc des créneaux qui manquent parce qu'on a des créations de nouvelles disciplines, dit personnel supplémentaire, mais nous n'en avons pas forcément les moyens. Merci. Il y avait une question. Bon, allez-y. Oui, merci, Monsieur le Président. Je crois que nous avons tous conscience que nous vivons probablement une période historique en ce qui concerne la gouvernance du sport dans notre pays. Et la clé du succès, c'est, je dirais, une combinaison heureuse entre les projets sportifs fédéraux, les plans de développement des fédérations sportives, et d'autre part, les politiques sportives territoriales. Et tout ceci à partir d'une co-construction, ce qui veut dire pas mal de changements d'habitude. Bien. Et je pense effectivement qu'il fallait procéder à une mutation de ce fonctionnement du modèle sportif français, d'autant plus que la dernière loi qui s'est véritablement interrogée là-dessus remonte quand même à 35 ans, c'est-à-dire la loi de 1984. Et je le rappelle parce que derrière la mise en place de l'Agence nationale du sport, il va falloir légiférer, et notamment pour la mise en œuvre très concrète, très pragmatique de cette agence nationale avec le Parlement du sport et d'autre part les conférences territoriales des financeurs. Moi, je dirais par souci de clarification, et notamment de clarification juridique, pas simplement parce que nous sommes ici dans cette maison prestigieuse du Conseil d'État, mais tout simplement parce que cette agence nationale du sport va avoir le statut juridique de GIP, un groupement d'intérêt public. Et donc, je voudrais savoir à vos yeux, en termes de décision, jusqu'où peut aller et jusqu'où doit aller cette Agence nationale du sport. Quand je parle de décision, ça concerne aussi bien les orientations d'une politique sportive nationale. Je crois qu'un grand pays comme la France doit se doter de grandes orientations en matière de politique sportive, qu'en ce qui concerne le sujet qu'évoquait d'ailleurs Sophie Dion tout à l'heure, c'est-à-dire la distribution de l'argent public. Car n'oublions pas que nous sommes donc en présence d'un GIP à l'intérieur duquel l'État n'est qu'un parmi quatre, c'est-à-dire une composante parmi quatre. Donc je voudrais savoir à vos yeux jusqu'où peut aller et doit aller cette Agence nationale du sport. Et deuxièmement, pour faire le lien avec l'actualité, c'est-à-dire la sortie du grand débat national, on voit effectivement les associations nationales d'élus s'exprimer sur un éventuel acte 3 de la décentralisation. Bien. On a vu que le sport a été quasiment absent et de l'acte 1 et de l'acte 2. Et on commence à voir ces associations nationales s'exprimer, d'ailleurs de façon consensuelle, à travers la structure qui s'appelle Territoire Uni, structure à laquelle vient maintenant s'ajouter France Urbaine pour les métropoles. Et on a notamment le président de l'AMF, et l'AMF c'est important, cela a été rappelé tout à l'heure, l'importance du bloc communal dans le financement public du sport. Le président de l'AMF donc nous dit maintenant il va falloir revoir la répartition des compétences dans 3 domaines, le domaine de la culture, le domaine du logement et le domaine du sport. Donc moi je voudrais savoir d'après vous quelles sont les améliorations possibles en ce qui concerne ces répartitions de compétences. Il y a aussi d'ailleurs un autre sujet qui revient sur le tapis, c'est la question du tourisme. Cela a été tout à l'heure évoqué par le président Homeyer, parce que d'ailleurs, tourisme, il y a aussi le tourisme sportif, et certains voudraient que ça redevienne une compétence optionnelle, et non pas une compétence obligatoirement assurée par des structures intercommunales. Et puis enfin, et là je crois que tout le monde sera d'accord, parce que ça concerne le domaine sportif, mais tous les autres champs de l'action publique, il faudra enfin que l'on aille vers une loi d'orientation budgétaire des collectivités locales, de la même manière qu'on a un projet de loi de finances pour l'État et un projet de loi de finances pour la sécurité sociale, qu'il y ait demain également un projet de loi de finances pour les collectivités locales pour leur donner des perspectives de façon un peu stabilisée sur 3 ans ou sur 5 ans. Merci. Peut-être juste pour compléter, c'est compliqué. Je dois avoir d'autre côté autrement. Les remarques de mon collègue sénateur.
D'abord, effectivement, on va vers une gouvernance partagée dans le monde du sport. On est sur une compétence partagée pour le sport. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu au préalable, pour que personne ne se marche sur les pieds, ou soit tenté de tout faire, ou de ne rien faire parfois, d'ailleurs, dans le domaine du sport, au niveau des collectivités locales et de l'État, qu'il y ait une clarification des compétences entre les différents acteurs, de façon à ce qu'on n'ait pas non plus 36 politiques qui vont se décliner sur l'ensemble des territoires. À titre d'exemple, par exemple, les piscines. Est-ce qu'on confie ça aux intercommunalités, par exemple? La question des pratiques sportives des publics les plus éloignés de la pratique, est-ce qu'on ne confie pas ça aux départements, puisque les départements ont pour compétence principale le handicap, les personnes âgées, les bénéficiaires de minima sociaux, bon, etc. Donc, première question, la clarification des compétences, est-ce que ça n'aurait pas été un préalable, et comment ça va du coup se décliner dans les conférences des financeurs et dans les parlements du sport régionaux? Deuxième remarque, elle est un petit peu plus corporate pour tous les deux, c'est la question du contrôle du Parlement. On va vers un ministère des Sports, on va dire, entre guillemets, résiduel, je n'aime pas bien ce mot-là, mais 100 millions d'euros pour les missions régaliennes, et une agence du sport à 350 millions d'euros, qui seront 200 millions de crédits budgétaires et 150 millions de crédits extra-budgétaires, essentiellement les taxes affectées de la Française des Jeux et la taxe Buffet, ex-CNDS. Le Parlement vote crédit budgétaire et en contrôle l'exécution. Et pas simplement avec des auditions des futurs directeurs généraux ou présidents de l'agence. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, comme on l'avait fait avec le CNDS, à ce qu'il y ait, en tant que personnalité qualifiée, avec voix délibérative, les rapporteurs spéciaux des deux chambres et les rapporteurs pour avis des deux chambres, Sénat et Assemblée nationale, parce que ça a vraiment permis avec le CNDS de contrôler précisément le fléchage des crédits, notamment quand on a créé des fonds spécifiques, je pense à l'héritage de Paris 2024, on en parlait ce matin à l'Assemblée nationale avec l'audition de Marie-Amélie Le Fur, notamment sur la question du handicap, mais sur les équipements sportifs de proximité, sur la question des emplois sportifs qualifiés, sur la question du sport santé bien-être, de la question aussi du savoir nager, etc. etc. Donc d'avoir un contrôle fin et précis avec la présence des parlementaires. Et enfin, je termine, pour ne pas être trop long, on a du mal encore à bien conceptualiser ce que sera le parcours finalement de demande de subvention du club sportif à la base sur le terrain. Et comme il sera essentiellement en face des fédérations, c'est un peu le changement, et un peu moins des services déconcentrés de l'État, même si les services déconcentrés de l'État vont, j'espère bien, être encore présents. Comment on va assurer qu'il y ait une harmonisation de l'ensemble des politiques publiques sportives portées au niveau national, j'espère encore par l'État, et qu'il n'y ait pas là aussi 13 ou 20 politiques différentes en fonction des fédérations ou en fonction des territoires. Et ça, c'est un vrai sujet, hein, les territoires carencés, les questions de priorité d'équipements sportifs qu'on pouvait mettre dans les priorités de politique publique, que vont-elles devenir? Voilà. Merci. Alors, je vais me permettre du coup de rajouter deux observations aux questions qui ont été posées et qui sont en lien avec celles qui ont été avec les questions qui ont été posées. La première, elle est liée effectivement aux compétences des collectivités territoriales. Il y a les compétences légales, mais il y a aussi la libre administration des collectivités territoriales qui fait que leur politique sportive répond à leurs propres objectifs. Et que, on l'évoquait avant cette conférence, même entre deux régions, je prends la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Grand Est, les modalités d'intervention ne sont pas les mêmes, les priorités ne sont pas les mêmes. Certaines vont par exemple, ou des départements décider d'accompagner des sportifs de haut niveau individuels parce que ça va être leur modalité. D'autres vont dire nous ne finançons pas le sport de haut niveau, nous continuons à financer davantage les clubs de base. Or, il faut quand même il faut les deux. Certaines régions vont intervenir spécifiquement en investissement, d'autres vont intervenir aussi par des conventions d'objectifs régionaux avec des fédérations. Certaines le font, certaines ne le font pas. Au-delà du toilettage, certaines restent propriétaires d'équipements, d'autres ne le font pas. Et c'est effectivement exclusivement les communes et les EPCI qui sont propriétaires des équipements, donc gestionnaires des créneaux. Un sportif de haut niveau a besoin dans une piscine ou sur un stade
de moments où il est seul à utiliser l'équipement. C'est le cas notamment, par exemple, de la natation. Vous ne mettez pas en même temps les enfants des centres de loisirs et le sportif, le club, et à l'intérieur du club, le sportif qui a besoin de créneaux plus spécifiques pour une pratique extrêmement intensive de très haut niveau dans la perspective de compétition de niveau mondial. Tout ceci, aujourd'hui, c'est lié au choix des collectivités territoriales de faire, de ne pas faire, parfois à l'opportunité, mais aussi à leur libre administration. Donc il y a la question des compétences au sens légal, il y a aussi la question à l'intérieur de l'exercice d'une compétence, deux principes de libre administration des collectivités territoriales. Comment fait-on pour que, à l'intérieur de la définition d'objectifs sportifs, chacun ensuite joue sa partition, à la fois parce qu'il a décidé de le faire, mais aussi parce que quelque part il est un peu engagé à le faire. Et ceci est un mécanisme qui n'est pas neutre, parce que, comme vous le savez tous, le principe de libre administration des collectivités territoriales est de niveau constitutionnel. Donc, et à l'intérieur des compétences transférées, donc c'est une question complémentaire de la question de la définition des compétences. Aujourd'hui, il n'y a pas de compétences sport, effectivement, pas plus qu'il n'y a de compétences culture ou de compétences logement, ce qui signifie en creux dans les lois de décentralisation que ça reste une compétence d'État dans lesquelles les collectivités territoriales sont autorisées à intervenir sans limitation de leur capacité à le faire, mais également sans obligation pour elles de le faire, du moins dans le principe. Et puis la deuxième question qui est liée, mais j'ai scrupule à l'évoquer, c'est celle de la compatibilité de l'ensemble de ces sujets avec un principe de 1,2% maximum d'augmentation des budgets de fonctionnement des collectivités territoriales. On parle des emplois aidés, de la nécessité d'accompagner les fédérations dans leur structuration, qui sera un objectif, d'augmenter par exemple des heures d'utilisation des équipements, tout ceci, et aussi de soutenir les clubs et fédérations. Là, on ne parle même pas de question de budget ou de ressources. Il y a aussi cet échelonnement à 1,2% d'augmentation, pour d'autres raisons, tout compris, y compris l'augmentation du glissement vieillesse technicité des agents qui, en général, peut faire déjà pratiquement les 2 tiers de ce chiffre si on n'augmente pas les effectifs. Donc, c'est une dernière question. On va la garder pour le... Mais je crois que nous avons suffisamment, en tout cas, sur le GIP, sur les questions d'organisation des compétences, d'articulation entre des objectifs fixés et déclinés régionalement. Même si on les décline régionalement, on n'a pas réglé tous les problèmes. Il restera à voir la coordination des acteurs à l'intérieur des ensembles régionaux pour ne pas effectivement aboutir à 13 politiques régionales qui déclineraient une politique nationale théorique, mais qui en pratique aboutirait à des objectifs, sinon contradictoires, du moins qui n'amèneraient pas à la même complémentarité. Alors je ne sais pas qui souhaite peut-être intervenir en premier. Jean-Paul Lemierre. Alors, la question s'est posée dès le début des travaux. Peut-on avoir le même projet territorial en Île-de-France ou dans la Meuse ? Peut-on avoir le même projet sportif dans les Alpes ou sur la côte de l'Atlantique ? Évidemment, il y a des politiques qui doivent se décliner sur tout le territoire et c'est inscrit dans la convention constitutive de l'agence et l'État en est le garant. Les territoires carencés, l'accessibilité pour tous, à toutes les disciplines, il y a des choses qui sont inscrites. Et après, il y a les spécificités territoriales. C'est vrai que le 1,2 a été un vrai coup de Trafalgar par rapport à... Parce qu'on le sait tous, hein, de l'État jusqu'à la plus petite commune, le premier budget où on va faire des économies, c'est le budget du sport. Donc c'est un vrai sujet. Mais c'est aussi là à changer de discours et avoir un schéma. Quand on a un schéma régional, comme on l'a mis en place, qui est adopté à l'unanimité par l'ensemble des instances politiques et associatives, entre guillemets, ça ne se traduit pas par une baisse du budget, ça se traduit par une augmentation du budget. Parce que c'est un projet politique qui est porté. Et il faut qu'on porte les projets sportifs de manière aussi politique. Parce qu'il y a des impacts au niveau de la santé,
du mieux vivre ensemble. Je rappelle quand même que même nos chères petites têtes blondes, quelle que soit leur religion, leur couleur de peau ou leur origine, acceptent sur un seul terrain de porter le même maillot que les autres, acceptent un règlement et un arbitre, même si c'est des fois difficilement, c'est bien dans le domaine du sport. Alors que peut-être en sortant du terrain, ils vont aller se cartonner avec les forces de l'ordre ou à l'école avec les enseignants. Sur le terrain de sport, c'est quand même encore le seul domaine où ils l'acceptent. Donc il faut qu'on capitalise là-dessus. Concernant donc ces compétences, oui, bien sûr, la seule chose qui est dit, compétences partagées, mais nulle part marqué qu'il faut la financer. Et c'est un vrai sujet. Mais là aussi, à nous, au niveau des territoires, de se mettre ensemble et de déterminer le projet de territoire. À partir du moment où on a arrêté ce projet de territoire, on peut déterminer, alors je n'aime pas le terme, mais je vais quand même l'employer, un chef de fila par compétence. De déterminer qu'effectivement, tout ce qui touche au handicap, tout ce qui touche au sport de nature, un chef de fila sera départemental. Que tout ce qui est le parcours urbain, les nouvelles pratiques en zone urbaine ou en zone périurbaine, c'est le bloc communal. Que tout ce qui est le haut niveau ou la compétence secrète, c'est la région. Et on a la capacité de faire. J'en ai souvent parlé d'ailleurs avec le sénateur quand il était venu à Metz. Dans une autre vie, je co-préside ce qu'on appelle la convention de massif, où on co-construit le projet de territoire du massif des Vosges. Les collèges, c'est 25% chaque collège. État, région, département, communauté de communes et Europe, puisqu'ils y sont dans le même collège. Et on co-construit avec, ce n'est pas l'agence ou le conseil d'administration, mais une commission permanente, un projet de territoire pour 5 ans, avec des axes de développement qu'on veut mettre en place. On a en dessous une commission technique interrégionale, tient donc presque une conférence des financeurs, où on détermine, ça c'est un projet qui concerne tout le territoire. Il va être financé par les 2 régions, par les 7 départements, par l'État et par l'Europe. Tel projet, celui-là, il concerne uniquement un coin d'un département. C'est la Comcom avec le département, voire la région et le massif, qui vont y aller ou pas. Et ça va servir d'exemple pour éventuellement être disséminé sur le reste du territoire par la suite. Et on le co-construit. Et en dessous, il y a un comité de programmation et de pilotage où les élus valident les choix faits en CTI et mettent les moyens en disposition, avec en plus un point à l'ordre du jour, jurisprudence, où le dossier qui n'est pas tout à fait dans les clous ou qui est un peu à côté, mais qui apporte une vraie valeur ajoutée, on l'examine et on dit voilà pourquoi on va l'accompagner ou pourquoi on ne va pas l'accompagner. Ça devient une jurisprudence qui va servir pour les dossiers d'après. Je peux vous dire, et on en parlait avant la réunion, c'est une séance où il n'y a quasiment jamais d'absent, ni au niveau des élus, ni au niveau des services. Parce qu'à chaque fois, 3-4 fois par an, on co-construit le projet de territoire. Et à partir de là, on le finance, parce qu'on a déterminé que c'était intéressant pour tout le monde ou pour un tel, et c'est à partir de là. Donc c'est à géométrie variable, et ça se passe très très bien. Et c'est bien comme ça que moi je souhaite qu'on puisse construire les représentations territoriales, ça s'appellera Parlement, conférence, le terme, entre guillemets, n'est pas important, c'est ce qui en sort qui sera important. Et je rappelle juste que, au moins dans le Grand Est, et j'espère qu'on pourra le faire au niveau national, que dans ces représentations territoriales, il y ait un collège des usagers. Merci. Donc, Gilles Quesnay-Hervé, sachant qu'il y a également le sujet du GIP et puis la question de l'association des parlementaires à l'agence. Il y a un certain nombre de questions devant lesquelles je suis incapable de répondre à ce stade, parce qu'effectivement, il y a une convention constitutive qui est en cours de finalisation, mais c'est vrai qu'il y a certains points qui apparaissent et qui me semblent devoir être approfondis. Donc, je n'ai pas d'éléments sur ce qui est important, c'est d'avoir un contrôle de l'action de l'agence. Et ce contrôle de l'agence, effectivement, sera mis en place, puisque cette agence dépendra de fonds publics, notamment,
pas seulement, et ça, je répondrai à la question de madame concernant les éventuelles aides qui concernent les équipements sportifs, mais il est nécessaire d'avoir un contrôle de l'action de l'agence parce qu'effectivement, il n'y a pas de chèque en blanc et de fonds publics distribués sans contrôle. Donc effectivement, cette question est essentielle et je crois qu'elle est prévue. On y répondra, bien entendu. Concernant les moyens de cette agence, au-delà des fonds publics et de ce que pouvaient financer à la fois les collectivités et l'État, l'importance de pouvoir mettre le secteur privé est essentielle dans le cadre de cette nouvelle gouvernance et des projets qui seront développés par l'agence. Et il est prévu d'avoir une structure qui sera en charge de développer les fonds propres, de développer sa capacité de financement pour répondre aux besoins, que ce soit des besoins en équipement, que ce soit des besoins sur le haut niveau, parce qu'il est nécessaire de pouvoir augmenter les ressources pour que ce projet soit pertinent et vienne en réponse aux besoins à la fois des acteurs et du territoire. Donc c'est quelque chose de compliqué, mais ça fait partie des objectifs aussi de l'agence, de pouvoir développer ses fonds propres pour pouvoir augmenter la contribution au projet et à la mise en œuvre des politiques sportives sur le territoire. Sur le... Je ne sais pas, peut-être sur la question du lien avec le Parlement, qui peut être... parce qu'effectivement, à partir du moment où on a un GIP et donc qu'il n'y a plus de discussion annuelle, je dirais, au Parlement, sur les moyens affectés à la politique sportive, la question peut être posée de comment associer le Parlement dans la durée à une visibilité de la réalisation des objectifs par le GIP. C'est clair. C'est important d'avoir une réponse. Oui, c'est clair. Est-ce que vous souhaitez compléter? Même si on était sur des sujets très administratifs et juridiques. Alors, juste peut-être une petite note d'optimisme. Hein. On me dit souvent que je suis très optimiste, mais j'ai envie de continuer à l'être parce que moi, j'y crois. Au niveau des compétences partagées, du risque que cela engendre, notamment au niveau des PSF et des différentes disparités qu'on pourrait avoir au niveau du territoire, il faut juste rappeler que les fédérations, dans la construction de leurs plans sportifs fédéraux, seront challengées par l'agence. Challengées par l'agence dont l'orientation et les orientations stratégiques seront définies, encore une fois, en co-construction avec l'ensemble des acteurs. Donc, en fait, on aura des PSF qui seront challengés par les collectivités territoriales, par les différents membres du collège, par le mouvement sportif et par l'État. Donc, les plans sportifs fédéraux. Pardon. Donc voilà, PSF. Et l'idée finalement, c'est peut-être aussi au travers de cette déclinaison des besoins des fédérations, de répondre aussi à des particularités du territoire. Parce que, comme ça a été dit par Jean-Paul Aumeyer, chaque territoire n'a pas forcément les mêmes besoins, n'a pas forcément vocation à développer le sport de la même façon. Et c'est aussi finalement répondre à cet enjeu des différents territoires. Autre chose qui vient d'être évoquée par M. Kennervé, et la notion de l'arrivée du secteur privé dans le sport. Et je pense que ça, c'est un enjeu dont il faut se saisir. Et il y a également autre chose qu'on n'a pas forcément évoqué d'ici là, depuis le début de cet échange, mais qui apporterait une complémentarité aux besoins financiers et humains du mouvement sportif dans sa globalité. C'est la notion de l'évolution des règles du mécénat. Et pourquoi pas envisager finalement un mécénat particulier au mouvement sportif qui lui permettrait d'avoir des compétences complémentaires, d'avoir des financements complémentaires, pardon. Et je pense que ça peut être aussi un axe très intéressant qui finalement offrirait un nouveau levier au sport et à son développement sur l'ensemble du territoire. Merci. Et dans cet ordre d'idées, on pourrait même imaginer, parce que je l'ai vu fonctionner au moins une fois, que ce mécénat puisse être fléché vers les fédérations, ce qui permettrait aux fédérations de participer, par exemple, à la réalisation d'investissements qui sont jugés importants sur une zone blanche du territoire dans le développement de tel ou tel sport, et où la fédération ne serait pas là, le comité ne serait pas là seulement en demande
mais pourrait apporter une part de financement, soit par des financements issus des retombées des JO, soit par des financements publics, mais aussi par ce mécénat, et qui pourraient être des éléments importants pour venir, je dirais, permettre la réalisation de ces schémas, par exemple, de développement des pratiques sportives dans tel ou tel domaine, qui dépendent aussi, pas seulement, mais qui dépendent aussi de la modernisation et parfois de la création d'équipements adaptés aux différentes pratiques. Dernière série de questions avant d'aller vers la fin de cette réunion, enfin de cette conférence. Alors, monsieur tout au fond, ensuite vous, et puis derrière encore tout au fond également. Allez-y. Merci. Milis Pejic, je suis administrateur de la Fédération française de basket. Je vous remercie. Vous évoquiez un certain nombre de fois les modalités de financement. Le CNDS est essentiellement financé par un prélèvement sur les recettes de la Française des Jeux. Ce SNDS étant transféré à l'agence, quid de ce financement dans le cadre de la privatisation de la Française des Jeux, et quelles sont les conséquences éventuelles que cela pourrait engendrer? Bien. Oui, bonjour. Merci pour vos interventions et merci au Conseil d'État pour ce colloque. Je suis Paul Bouteiller d'Idée Horizon, donc qui est une plateforme de coopération qui regroupe aujourd'hui 14 fédérations, à peu près 30 000 clubs et 3 millions d'adhérents, bientôt des collectivités territoriales, on l'espère, le monde social et de l'insertion, pour promouvoir les bienfaits de l'activité physique et sportive pour tous. Monsieur Kenervé, tout à l'heure, vous avez dit que le sport de haut niveau est une politique nationale au travers de l'agence. Est-ce à dire que le sport pour tous a vocation à ne pas l'être? La co-construction territoriale est d'une importance capitale au regard des spécificités territoriales et des contextes locaux, mais il y a aussi des liens en termes de services publics du sport et de l'intervention de l'État à ce niveau-là. Qu'en est-il? Je vous remercie. Merci. Même si nous sommes tous conscients que s'il n'y a pas de vivier, il n'y a pas de champion. Allez-y. Oui, bonsoir, merci pour vos interventions. Juste une question, est-ce que l'agence permettra de mieux promouvoir les sportifs de haut niveau, la détection des sportifs de haut niveau? Merci. Je me tourne vers l'assistance pour savoir s'il y a des remords. Il ne faut pas. Des regrets. Il ne faudra pas. Voilà, allez-y. Oui, Gérald Simon, professeur à la faculté de droit de Dijon, de l'Université de Bourgogne. Et je voulais savoir ce qu'il en était on a parlé des relations financières entre les fédérations et le ministère des Sports. Qu'est-ce qu'il deviendrait des relations d'ordre plus juridique entre les fédérations et ce ministère, qui sont actuellement fondées sur l'agrément et la délégation? Est-ce que le ministère continuera d'avoir cette prérogative dans la mesure où il y a, je vois, une dissolution? Je fais partie un peu des sceptiques vis-à-vis de ce qui me paraît être quand même un peu une nébuleuse. Et je me demande un peu quel est encore le rôle de l'État, en tout cas du ministère des Sports, dans ce système-là. Et juste une dernière petite remarque. Quand j'entends dire que maintenant il va y avoir un financement privé du sport, je ne le crois pas. Je crois qu'il ne faut pas confondre le financement privé du sport qui existe et le financement privé de l'agence, qui est un autre aspect des choses. Et du coup, je me pose la question de savoir si on n'assiste pas un peu à une uniformisation par l'agence de tout un système. Parce que la question qui se pose, c'est peut-être de savoir dans quelle mesure il y a encore une autonomie relative lorsque l'on est en dehors des clous déterminés à un premier niveau national par cette agence, et que cette déclinaison ne correspondrait pas à des souhaits fondamentaux. Je crois que c'est un peu, enfin, en tout cas, je mets en avant un scepticisme que je crois partagé par un nombre de personnes. Voilà. Merci. Alors, je vais me tourner vers nos participants en leur demandant de réagir s'ils le veulent bien sur ces sujets. Et je compléterai sur la question du rôle de l'État. La tutelle des fédérations sportives, on emploie encore ce terme. Quid des sujets de lutte contre le dopage? Quid des sujets, est-ce qu'on continue aussi, est-ce que l'État continuera de pouvoir être le régulateur, éventuellement rappeler aux fédérations, par exemple, les pratiques, les respects des règles d'équité des compétitions? On sait que le juge est parfois saisi
de ces questions. Et visiblement, la ligne de partage entre les missions actuellement du ministère qui serait confiée à l'agence et celle qui resterait demande peut-être à être précisée, ou en tout cas à être réexprimée, même si, in fine, évidemment, elle pourra dépendre de décisions qui ne sont peut-être pas encore prises à ce stade. Donc je me tourne d'abord vers vous, Gilles Canhervé. Effectivement, pour répondre à votre dernière interrogation, nous avons besoin de clarification des missions, puisque nous sommes sur une articulation fine entre les missions de l'agence et les missions du ministère des Sports, pour que chacun puisse conserver sa place au sein de la nouvelle gouvernance et du nouveau paysage français. Donc c'est évident que c'est un travail complexe que je suis en train de mener avec le préfigurateur et qui, chaque jour, nous amène à de nouvelles interrogations, parce que la frontière entre certaines missions est très ténue, et parfois on a une imbrication telle qu'il est compliqué de voir quelle est la mission de l'agence et celle de la direction des sports et du ministère des Sports. Ça, c'est une chose. Simplement, il reste qu'il y a de grands axes qui seront dévolus au ministère des Sports. Je pense à l'aspect régalien, je pense à l'aspect normatif, et je pense aussi particulièrement à l'éthique. C'est une de nos dominantes, et ce sera une de nos dominantes à l'avenir, parce que l'État doit être effectivement garant d'une pratique saine, de promouvoir la prévention de certaines dérives. Et vous avez cité le dopage, mais il y en a d'autres, prévention des discriminations, prévention des violences dans le sport. Tout ce pan d'activité doit, à mon sens, rester à l'État. Après, sur les missions de l'agence, il va falloir qu'on affine les choses pour qu'on ait une structure qui soit la plus cohérente et la plus pertinente possible. Mais ce travail est est en train d'être mené. Et encore une fois, nous devons rentrer dans chaque mission qui était jusque-là exercée par l'État pour apporter une réponse et pour que chacun puisse trouver sa place. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui est mené avec l'ensemble des équipes du ministère des Sports et celle du préfigurateur, parce que je crois que ce sera la base de la réussite du nouveau modèle et de la bonne réponse qui sera apportée au mouvement sportif. Concernant le rapport avec les fédérations, effectivement, nous sommes en train de revoir les conditions de l'agrément, de la délégation, parce que le fait de pouvoir accorder plus d'autonomie à une fédération, de pouvoir avoir un autre type de rapport, amène effectivement une organisation différente. Donc là encore, ce travail est en train d'être mené, mais il n'est pas question de couper tout lien, encore une fois, avec les fédérations. Nous conserverons un lien, il y aura ce contrôle toujours de leur activité, y compris des fonds qui seront utilisés. C'est de la prérogative de l'État et ça perdurera. Mais nous serons dans un nouveau mode de relation, ça c'est évident. Concernant le sport de haut niveau, nous sommes dans une optique d'amélioration de la haute performance et d'obtention de résultats aux JO et Jeux paralympiques de 2024. Donc effectivement, au sein de l'agence, ce secteur reste une des prérogatives fortes de l'État, à la fois dans l'organisation et dans la gestion des politiques, parce que c'est une condition de la réussite de ces JO. Sachant que ce n'est pas la seule, il y a aussi la réussite de l'opération Héritage, la réussite de la ferveur populaire, du déclenchement de nouveaux comportements et notamment de la volonté d'avoir davantage de pratiquants, d'avoir une intégration du sport dans tous les domaines de la société. Donc c'est un domaine qui est pris en compte, mais là qui mérite d'être co-construit avec les partenaires, parce que nous sommes sur deux axes différents et qui nous permettront, je l'espère, d'avoir pleinement succès dans la nouvelle organisation. Merci. Jean-Paul Lemeyer. Oui, je voudrais juste dire, refusez la sinistrose. Engagez-vous sur le chemin d'un optimisme raisonné, entre guillemets. Contrairement à ma voisine, quand on travaillait l'autre jour avec Claude Onesta et Jean-Paul Grumolz sur les perspectives, on était arrivé à la conclusion que, sauf si on achète nos places, on n'a aucune chance d'être sélectionné aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
vu notre âge. Mais que néanmoins, on continue à travailler parce qu'on a une ambition pour le sport français. Et vous dire en quelques mots, depuis qu'il y a ces travaux et ce remue-ménage, on est abouti à quoi? D'abord, grâce à l'action aussi des parlementaires, le budget qui devait être amputé, on a récupéré 40 millions, puis 15 millions. Ne pas l'oublier. Qu'aujourd'hui, on a appris à travailler ensemble. Avant, chacun était dans son coin. Aujourd'hui, et c'est très récent, la ministre l'a annoncé, 500 sportifs, hypothèse médaillables, vont être pris en charge. Ce n'était pas le cas avant. L'agence a déjà identifié à peu près 1,5 million d'argent privé qui pourrait rentrer dans le fonctionnement. Des mesures, suite aussi au travail des parlementaires, font qu'aujourd'hui, y compris pour les clubs locaux, les TPE, les PME peuvent être défiscalisés, non plus à 5 pour 1000, mais avec un forfait au moins de 10 000 €. Tout ça, c'est des petits pas, mais on va y aller petit à petit. Essayer de sauter les paliers, en général, on se fait mal. Il vaut mieux monter les marches une après l'autre. Mais clairement, on est aujourd'hui dans un contexte de co-construction qui va de l'avant, jamais aussi vite qu'on le voudrait, mais qui va de l'avant. Et je ne peux que vous encourager à prendre le même chemin. Merci. Peut-être répondre sur une des dernières questions qui n'a pas forcément été évoquée, c'est le rôle de l'agence au niveau de la détection des futurs talents. Encore une fois, moi je pense que c'est vraiment un dispositif qui peut être positif sur plusieurs pans. La détection de nouveaux pratiquants, oui, parce que c'est un enjeu clairement défini au travers de l'agence. Un meilleur accompagnement des sportifs de haut niveau également, parce que l'ensemble des champs de la performance seront bien plus accompagnés, bien plus structurés et bien plus surveillés dans la nouvelle agence. Et nous, concernant vraiment cette casquette du handicap, on a vraiment beaucoup d'attentes. Encore une fois, grâce à l'agence, on aura plus de discussions, on aura plus de structuration sur le territoire. Et on connaît l'ensemble des freins, en tout cas on en a une bonne vision, des freins qui freinent l'accès finalement à la pratique des jeunes en situation de handicap au sport actuellement. Et en mettant encore une fois l'ensemble des acteurs autour de la table, en discutant, en faisant monter en compétence chacun, en rappelant à chacun ses responsabilités, on agira sur ces freins, on avancera, on fera de la détection et on aura bien plus, en tout cas je l'espère, de champions paralympiques en 2024 et bien au-delà, grâce à cette agence. Merci. Nous allons vers la conclusion de cette conférence et je vais me tourner vers nos participants pour les remercier, mais aussi leur demander s'ils ont quelques mots de conclusion sur cette table ronde qui a été largement orientée et organisée autour, et c'est bien normal, du rôle de l'agence, de l'évolution du rôle de l'État. Peut-être Jean-Paul Meyer d'abord. Simplement ce que je disais avant, optimisme raisonné et chacun à votre place, participer, contribuer à faire avancer le sport en France. Marie-Mélie Le Fur. C'était exactement ce que je voulais dire, c'était chacun dans son niveau de responsabilité, finalement comprendre la place que l'on a à prendre vis-à-vis du sport, se responsabiliser et avancer de façon conjointe avec énormément de partage. Et c'est exactement ce qui a déjà été mis en place, rien que dans les travaux de construction de cette agence. Merci. Gilles Quéné-Hervé. Je conclurai en disant simplement que, effectivement, au-delà du projet de l'agence, au-delà des vœux pieux qui sont exprimés et de la volonté de travailler ensemble, il nous reste encore énormément de travail à accomplir parce que le succès de cette nouvelle gouvernance du sport reposera sur une bonne articulation entre les missions de chacun et puis sur la bonne place que chaque acteur trouvera au sein du dispositif. Je crois qu'il faut que tout le monde puisse se sentir renforcé ou grandi à travers cette nouvelle gouvernance du sport. Et cela ne passera que par cette bonne articulation et cette
je pense, cette prise en considération des intérêts de chaque partie prenante. Si on n'arrive pas à ça, mais je suis persuadé qu'on y arrivera avec encore du travail, on risque de passer à côté de l'objectif et surtout de ne pas répondre aux attentes à la fois de nos concitoyens et du mouvement sportif. Donc travaillons encore ensemble et surtout articulons-nous au mieux pour que ce projet soit une réussite. Merci. Alors, je voudrais vous remercier tous, évidemment nos 3 participants, mais également vous toutes et vous tous par vos questions, votre attention que l'on sentait soutenue et votre connaissance du sujet. Non pas seulement parce que ces 2 heures d'échange ont, je l'espère du moins, été productives et instructives et intéressantes pour chacun d'entre vous, mais parce que ces débats vont être versés aux travaux du Conseil d'État dans le cadre de l'élaboration de l'étude annuelle et que votre contribution à tous a été particulièrement sur cette conférence et cette table ronde très précieuse. Merci à nos intervenants de s'être déplacés, de nous avoir fait part de leur réflexion et de leur analyse sur ce sujet que nous connaissons, qu'ils connaissent bien et qui nous intéressent tous. Et alors, si vous êtes intéressés, là, c'est la période, on va dire non pas teasing, mais c'est la période publicité, pour la prochaine conférence organisée dans ce cycle de conférences sur la question du sport, aura lieu le 15 mai, ici même. Il y en aura, je crois, une dernière le 12 juin, si je bonne mémoire. La prochaine aura lieu, sera consacrée au thème sport et santé. Je suis sûr que Jean-Paul Lemeyer sera là pour parler de sécurité sociale et d'impact. Non, mais et évidemment, vous y êtes non seulement tout ce qu'on vient. François, je sais pas, la dernière, le 12 juin, sera sur. Le thème reste encore à préciser. Le thème reste à préciser. Donc la dernière sera le 12 juin sur un thème que vous découvrirez en arrivant lors de la conférence. Merci encore à nos intervenants. Merci à tous et bonne soirée.